Bon, on va faire très simple. Si les ETF, c'est quelque chose qui peut tuer Bitcoin, à ce compte-là, je pense qu'on s'est tous trompés. J'ai 10 calls par jour avec 10 entreprises différentes qui veulent venir construire sur Bitcoin, et c'est tous des personnes qui viennent de Ethereum, de Solana, etc. Ça va être des projets de qualité? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il y a énormément de puissance de calcul cérébral qui est en train de revenir sur Bitcoin, et est-ce que toute cette puissance peut déboucher sur des choses intéressantes? Absolument. Guillaume, salut, bienvenue et de retour sur GAC pour la deuxième fois. On se parlait il y a un peu plus d'un an, mars 2023. Salut, Comment vas-tu? ça va super, et toi? Ça va nickel, ça va nickel. Entre-temps, il s'est passé pas mal de choses depuis mars 2023. Tu me racontais là en off, du coup, tu viens de changer de poste et passer de Galaxy Digital à un fonds de venture capital qui s'appelle UTXO et qui est spécialisé, si j'ai bien compris, dans les startups focus sur l'écosystème Bitcoin. Donc bah voilà, hein, encore une fois, déjà félicitations pour la promotion. Je regardais l'équipe UTXO là juste avant l'interview. C'est du très très lourd, donc tu dois t'éclater. Ça doit Merci, très fort. c'est un super changement. Ça fait partie un petit peu des choses qui se passent pendant les bull markets. Il y a toujours des nouvelles opportunités. Et travailler avec des gens qui ont autant d'expérience et pouvoir un petit peu rejoindre un écosystème où tu as l'opportunité d'aller financer des entreprises sur Bitcoin et de faire avancer l'écosystème de manière concrète, c'est super intéressant. On va en reparler un peu plus tard. On va revenir dessus sur les différentes narratives qui t'intéressent, que tu suis en ce moment. Mais avant cela, j'aimerais qu'on commence l'interview et qu'on discute, qu'on creuse ensemble l'un de tes derniers tweets. C'est une bonne base pour lancer la discussion. Je te cite et puis on va faire apparaître le tweet à l'image. Être à la fois dans le camp des maxis et de tout finira par revenir à Bitcoin n'a jamais été une position facile à défendre, mais je continuerai à le faire car c'est la bonne voie. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup sur cette punchline et dans quel contexte ça s'inscrivait et qu'est-ce que tu voulais dire par là? Alors, ça s'inscrit dans le contexte de tout ce qui se passe depuis, on va dire, 1 an et demi, depuis l'arrivée des ordinals sur Bitcoin, etc. Aujourd'hui, il y a une résurgence d'un narratif de personnes qui reviennent construire sur Bitcoin parce que c'est le bull market, parce qu'aujourd'hui, la programmabilité de Bitcoin est plus intéressante. Et donc, tu as toujours une partie de l'écosystème Bitcoin qui, je pense, qui est resté un peu coincé dans le passé et qui refuse un petit peu ces changements. Alors que pour moi, j'ai toujours imaginé que toute l'activité économique qu'il y a eu sur Ethereum, sur Solana, etc., même si je pense que c'est globalement inutile, j'ai toujours pensé qu'un jour, ça finirait par arriver sur Bitcoin. Parce que pour moi, en tant que maximaliste, il n'y a rien qui peut égaler Bitcoin, à la fois Bitcoin, B majuscule, le réseau en termes de décentralisation et de sécurité, et à la fois Bitcoin, la monnaie, parce que bon, voilà, les règles du réseau font que pour moi, c'est la meilleure monnaie qui a jamais été inventée. Et donc, logiquement, j'ai toujours pensé que toute cette activité économique finirait un jour par arriver sur Bitcoin, et c'est ce qui est en train de se passer. Et donc voilà, ça n'a jamais été une position facile à défendre en tant que maxi, puisque normalement, maxi, c'est que Bitcoin, que Bitcoin. Moi, je Mais pense que que c'est quelque Bitcoin, chose est-ce que qui a c'est changé. que est-ce que c'est que Bitcoin en tant que réseau ou que Bitcoin en tant que monnaie? Parce que tu vois, du coup, tu as encore même ce débat et sur la sémantique de qu'est-ce qu'un maxi. Est-ce que c'est juste de préserver Bitcoin en tant qu'actif monétaire ou au final juste, comme toi, un maxi Bitcoin le réseau et après, t'en fais ce que tu veux. Et je crois que c'est toi que j'avais entendu dire, au final, c'est juste la couche d'enregistrement ultime pour tout ce qui a de la valeur, tu vois. Et la monnaie en fait partie, mais ça pourrait être plein d'autres choses. Si quelqu'un considère qu'une photo de chat ou bien de magicien avec un chapeau a de la valeur, qui je suis pour l'en empêcher? Exactement. Et c'est exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire que Bitcoin, la monnaie, elle settle sur Bitcoin, mais il y a tout un tas d'autres choses qui pourraient très bien aussi être settle sur Bitcoin parce que c'est le meilleur réseau du monde. Et donc, c'est pour ça que moi, je défends cette thèse-là. Je l'appelle toujours la settlement chain, parce que pour moi, c'est ça Bitcoin. Alors, évidemment qu'il y a toujours cette ligne rouge à ne pas dépasser,
qui est la gouvernance. C'est-à-dire, on ne change pas Bitcoin pour des use cases qui ne sont pas vraiment reliés à la monnaie. Mais par contre, du moment qu'on ne change pas les règles qui ont été établies et qu'on paye ses fees et que les transactions respectent les règles de consensus, pour moi, il n'y a aucun problème. Mais justement, et c'est une question un peu difficile, mais comment tu considères du coup les personnes qui parlent d'une menace sur l'utilisation de Bitcoin par les personnes qui en ont le plus besoin? En gros, malheureusement, les Salvadoriens qui ne peuvent pas ouvrir un wallet, les personnes au Congo, pareil. Enfin voilà, sur lesquelles la chaîne principale devient trop chère à cause, comme ça, de use case, à cause de fonctions d'utilisation de projets comme Wizard, Ordinals, etc., qui fait que malheureusement, la créature est un peu dénaturée, on ne peut plus l'utiliser comme on était censé le faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, censé le faire? Personne n'a vraiment la définition de l'utilisation principale de Bitcoin, mais tu vois ce que je veux dire de certaines personnes qui disent c'est quand même dommage de ne plus pouvoir utiliser Bitcoin comme un peer-to-peer electronic cash system et que finalement, il y ait des utilisations diverses et variées qui ne soient pas forcément avec une grosse valeur ajoutée. Comment tu te positionnes là-dessus? Moi, j'ai une position qui est assez claire. C'est une position qui a toujours été marché libre. Le marché des fees, c'est un marché libre. Et donc, à partir de là, les use cases de Bitcoin dérivent de ce que le marché peut proposer. Il se trouve que pour fonctionner, pour que Bitcoin reste décentralisé, il faut payer des frais de transaction aux mineurs. Et il se trouve également aussi que après chaque halving, comme la quantité de subsidies est toujours divisée par 2, les mineurs, au bout d'un moment, ils vont rely exclusivement sur les frais de transaction. Et donc, ça a toujours fait partie de la philosophie de Bitcoin qu'au bout d'un moment, les frais de transaction seraient très élevés parce que c'est le seul moyen de maintenir le réseau. Donc moi, ce narratif de payer les Salvadoriens, etc., ça, pour moi, c'est un problème de scaling. C'est-à-dire comment on scale Bitcoin toujours en conservant le self-custody, etc., pour permettre à ces personnes-là d'utiliser le réseau Bitcoin, mais il n'a jamais été question de pouvoir utiliser dans le futur la main chain pour faire simplement une transaction. C'est-à-dire, c'est comme aujourd'hui, personne n'utilise le réseau Swift pour faire un virement de 10 € à sa grand-mère. Ça n'existe pas. On utilise tous des surcouches du système financier pour interagir avec. Et donc, quand on me pose cette critique-là, moi je dis c'est un problème de scalabilité, ce n'est pas un problème inhérent aux personnes qui utilisent le réseau. Et justement, est-ce que tu vois un futur où tout le monde devrait avoir, à un moment donné, il y avait ce débat pas mal dans la communauté anglophone, de posséder ou pas son outil XO, et qu'aujourd'hui, concrètement, ça serait impossible. Que tout le monde aujourd'hui ait directement un lien avec la chaîne principale. Ça va en 2024, quand on est quelques dizaines de millions à utiliser Bitcoin, on ne pourrait pas le faire à centaines de millions et encore moins à quelques milliards. Comment tu vois ça? Est-ce que c'est l'objectif ultime? C'est quand même que tout le monde ait à un moment donné cette self-custody et puis cette souveraineté individuelle où je suis en connexion directement avec la blockchain Bitcoin, ou je suis sur une L2, enfin une couche supérieure, ou alors avec un intermédiaire entre les deux qui viendrait éventuellement regrouper les transactions, faire des batchs, etc. Idéalement, tout le monde posséderait ces outils. Ouais, mais toi, le scénario le plus probable, est-ce que c'est quelque chose de possible? Ça, c'est souhaitable. Maintenant, comment tu vois les choses évoluer? C'est possible, mais ça sera très compliqué. Et je pense que, encore une fois, ça reste un problème de scalabilité. C'est-à-dire, est-ce qu'on aura des systèmes de layer 2, de layer 3 qui permettent de revenir à la layer 1 si nécessaire, vraiment seulement quand c'est nécessaire, pour avoir son UTXO. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que avoir la sûreté à 100% que si on le souhaite, on peut récupérer une UTXO Bitcoin sur la main chain, c'est une sûreté, ça c'est très bien. Est-ce que ça veut dire que tout le monde a besoin de posséder ces UTXO dans le futur? Je ne sais pas. Évidemment que ça serait bien, évidemment que c'est ce qui est le plus souhaitable, et j'espère qu'on trouvera des solutions pour que ça puisse être le cas. Si ce n'est pas le cas,
la priorité, c'est vraiment de construire des layers 2 et des layers 3 qui permettent aux gens d'interagir de manière self-custodiale sur ces réseaux-là. Mmh. Pour les personnes qui nous écoutent et qui nous entendent parler de UTXO, donc c'est le nom du fonds pour lequel maintenant travaille Guillaume, mais c'est également du coup le Unspent Transaction Output. En gros, UTXO, c'est juste dire posséder ces bitcoins sur le réseau principal. C'est quand vous avez votre Ledger ou n'importe quel autre hardware wallet et vous êtes en connexion directe avec Bitcoin, vous utilisez les UTXO. Donc avoir ces UTXO, c'est avoir ces bitcoins en quelque sorte sur la L1. Une bonne analogie que j'ai entendu passer sûrement sur Twitter, c'est qu'une UTXO, c'est un morceau de Bitcoin, comme un billet, c'est un billet de 5 euros, c'est un morceau, voilà. Donc si vous avez une UTXO de 5 Bitcoins, c'est comme si vous aviez un billet de 5 euros qui peut ensuite se subdiviser, etc. Ouais. Et chose très importante aussi qu'on ne mentionne pas assez, lorsque vous faites du DCA sur certaines plateformes qui vous envoient régulièrement des bitcoins, en fait, si vous, sur votre wallet, vous avez par exemple un bitcoin, en fait, c'est la somme de tous les UTXO, c'est la somme de toutes les transactions que cette plateforme vous a envoyées. Par exemple, si vous avez acheté 0,01 bitcoin ces 100 derniers jours, vous avez en fait un cumul de 100 UTXO de 0,01 qui, cumulé, donne un bitcoin. Par contre, il faut savoir que quand vous allez vouloir dépenser ce Bitcoin, la transaction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir regrouper ces 100 UTXO et ça coûte très cher. C'est pour ça que de plus en plus sur Twitter, on voit passer consolider vos UTXO, c'est-à-dire rassembler-les quand les frais sont pas chers, vous faites une transaction à vous-même. Et donc ces 100 UTXO deviennent un seul UTXO de 1 Bitcoin. Donc voilà, sachez-le, si vous faites des toutes petites transactions sur un wallet depuis, je sais pas, plusieurs années, hein, je connais le cas, j'ai discuté avec certaines personnes qui faisaient du DCA depuis 4 ans sur certaines plateformes et qui recevaient des poussières de Bitcoin. Ces poussières de Bitcoin-là, dans 3 ans, ça sera peut-être impossible de les dépenser parce que les frais seront plus chers pour les faire sortir que le montant en fait de l'UTXO. Donc, renseignez-vous sur la consolidation des UTXO. J'en reviens à notre discussion. Et c'est très intéressant sur l'aspect scaling et puis sur le développement et les solutions que l'on va apporter à Bitcoin. Comment tu positionnes surtout avec là, il y a un nouveau drama, Matt Odell, Michael Saylor, je ne sais pas si tu as vu passer, mais en gros sur de nouveau l'ossification et est-ce qu'il faut venir ajouter des implémentations et des outils supplémentaires au code de Bitcoin, surtout avec l'arrivée éventuellement des ETF, avec l'influence de gros fonds, de Wall Street, etc. Toujours curieux d'avoir l'avis d'experts de l'industrie. Donc, comment tu te positionnes? Ossification ou pas ossification? De toute façon, sur ça, il n'y a pas d'expert. Hein. On va être très clair sur la gouvernance. Mais c'est pour ça que c'est bien d'avoir du coup un certain nombre, enfin tous les inputs possibles et imaginables pour se faire un avis et une idée. Alors, l'ossification, pour moi, c'est un objectif dans le futur, mais ça ne doit pas être le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, Bitcoin n'est pas idéalement positionné pour ce qu'on pourrait appeler l'hyper-bitcoinisation ou le fait que voilà, le monde entier adopte le standard Bitcoin. Pour pouvoir faire ça, il reste quelques changements à faire à mon avis, qui sont des changements principalement, il y a les covenants évidemment, on pourra en parler, et surtout des changements qui permettent aux gens de self-custody leur Bitcoin de manière un petit peu plus simple. Donc oui, il y a un petit peu une idée de dire, voilà, il faut un petit peu augmenter la programmabilité de Bitcoin, mais vraiment de manière très conservative, pour permettre la création de layer 2 un petit peu plus performante, et de dire, voilà, si on peut quand même améliorer un petit peu le fait que les gens puissent self-custody leur Bitcoin, ça serait bien. Donc oui, ossification, pour moi, c'est un objectif. Au bout d'un moment, il faudrait que Bitcoin devienne vraiment extrêmement difficile à changer. Mais actuellement, je pense que la cadence qu'on a mis en place depuis Taproot, c'est-à-dire à peu près un changement par cycle, par halving, je pense que pour le moment, c'est raisonnable et que c'est même plutôt une bonne chose quand on voit aujourd'hui que voilà, des protocoles Layer 2 comme Arc, par exemple, qui ont besoin des covenants pour exister de manière efficiente, puissent le faire grâce à ces changements. Donc, plutôt pro-Opsity, genre l'implémentation
des covenants, pour toi, c'est quelque chose de nécessaire et c'est quelque chose qui va arriver dans les prochains mois? Alors oui, je pense que c'est un plus. Est-ce que Bitcoin en a nécessairement... est-ce que c'est nécessaire? Je sais pas, mais ça serait un plus qui ferait, je pense, du bien à tout le débat sur la scalabilité. Dans les prochains mois, on verra. On verra. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont excités à l'idée de pouvoir activer des covenants. Je pense que peut-être d'ici 1 an ou 2, on aura une tentative d'activation, soit de CTV, LNHense, enfin les dérivés de ces protocoles-là, soit OP4, qui a été poussé un petit peu plus récemment par d'autres personnes de l'écosystème. Et donc on verra ce qui se passe à ce niveau-là. Donc là, encore une fois, pour les personnes qui nous écoutent et qui nous entendent parler chinois, en gros, c'est des discussions qui sont en cours dans la communauté de développeurs Bitcoin pour ajouter des fonctionnalités. Et bon, pour donner une image, aujourd'hui sur Bitcoin, on ne peut faire que des soustractions et des additions. Et on réfléchit à ajouter le signe multiplication dans le code pour permettre et pouvoir faire d'autres choses. En l'occurrence, c'est absolument pas des opérations mathématiques. Ça serait, on l'a expliqué dans certaines vidéos GAC, c'est de venir mettre des conditions supplémentaires sur des transactions Bitcoin. Donc en gros, par exemple, je vous envoie un Bitcoin ou j'envoie un Bitcoin là tout de suite à Guillaume et je mets une condition supplémentaire à cette transaction qui dit ce Bitcoin-là, il ne peut le dépenser qu'en 2 fois 0,5 Bitcoin à chaque fois. Voilà, c'est une condition, par exemple, que certaines personnes recherchent. Et ça permettrait, voilà, comme le disait Guillaume, un certain nombre de possibilités sur le scaling, des surcouches, etc., etc. Moi, je me pose vraiment la question et je n'ai pas la réponse. À nouveau, c'est un débat sans fin. J'en parlais avec Nicolas Baca dans une des dernières interviews et même lui, il bottait en touche, donc c'est pour dire. Mais en gros, c'est le risque d'événements imprévus et c'est obligatoirement, il y a ce risque. Et vu que la conséquence est quelque chose fondamentalement catastrophique, hein, c'est-à-dire c'est en gros l'effondrement ou une perte de confiance dans Bitcoin s'il y avait quelque chose de vraiment grave qui arrivait, je n'arrive pas à mettre de l'autre côté quelque chose de assez positif pour compenser ce risque. Et du coup, personnellement, je dirais, alors c'est quelque chose de assez égoïste en quelque sorte, parce que beaucoup de personnes disent, oui, mais si tu laisses Bitcoin comme il l'est actuellement, en gros, comme on l'a dit, il y a plusieurs centaines de millions, voire milliards de personnes qui ne peuvent pas utiliser Bitcoin comme toi, tu le fais. Mais je me dis que le risque est tellement important de mettre une merde dans le truc, enfin de mettre un grain de sable dans le mécanisme, que j'arrive pas à avoir, dans cette espérance de gain, je n'arrive pas à l'avoir positive. De toute façon, je pense que c'est un problème qui est impossible à résoudre et que ça fait partie de la vie finalement. Et à un moment donné, il faut prendre des risques. Alors évidemment, le but sur Bitcoin, c'est de minimiser les risques proches de zéro. Mais même ça, c'est pas suffisant. Parce que même s'il y a 0,001% de chance, si tu fais 100 changements sur Bitcoin sur les 100 prochaines années, au bout d'un moment, il y a une probabilité qu'il se passe quelque chose de pas bien. Donc c'est pour ça que je dis, pendant qu'on peut encore le faire et qu'on a encore une communauté relativement petite, avec des développeurs qui sont très talentueux, avec des projets qui ont été étudiés depuis de nombreuses années, qui sont relativement conservateurs, allons les activer. Mais c'est pour ça qu'il faut tendre, à mon avis, vers l'ossification, parce que, effectivement, comme tu l'as dit, à chaque fois que l'on fait un changement, on risque d'introduire un bug ou quelque chose qui peut vraiment nuire à Bitcoin. Donc c'est pour ça que, oui, c'est un débat qui est impossible à dire, mais moi je pense que le juste milieu, c'est de dire, voilà, on en fait encore quelques-uns, et toujours des changements qui sont extrêmement conservatifs, et ensuite on arrête. Sur l'arrivée et la menace que certaines personnes voyaient sur voilà, l'arrivée des ETF de Wall Street, enfin voilà, cette influence supplémentaire, et c'est là aussi tout le débat entre Matt Odell et Michael Saylor, genre de art qui est aussi très proche des personnes en costume et puis qui gèrent les ETF, ce genre de choses. Est-ce que justement, c'est pas une raison supplémentaire de ne plus rien toucher, parce que dans le risque d'avoir une perversion un peu de la technologie et d'avoir des biais, voilà, des intérêts mal placés de certaines personnes qui pousseraient éventuellement le développement dans une direction ou dans une autre, comment tu vois ça? Menace ou pas sur les ETF? Et comment toi, il y a quelques mois, du coup, là, depuis le début de l'année, et puis surtout fin de l'année dernière,
tu as vu l'émergence de ces ETF sur le marché? Bon, on va faire très simple. Si les ETF, c'est quelque chose qui peut tuer Bitcoin, à ce compte-là, je pense qu'on s'est tous trompés sur ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'il faudra quand même rappeler que Bitcoin, c'est quelque chose qui est contre-courant, qui est contre les banques centrales, qui est fait pour être résistant à la censure, qui est fait pour résister à des gouvernements qui sont des dictatures, des choses comme ça. Donc, si juste l'apparition des ETF, c'est une menace pour Bitcoin, je pense qu'on s'est trompé. Alors après, évidemment que l'influence des ETF peut se faire sentir, mais encore une fois, ce genre de menace a toujours fait partie des choses auxquelles on pense sur Bitcoin depuis plusieurs années. C'est-à-dire que Ça faisait partie de la roadmap, quoi. il faut bien se dire sur Bitcoin, il faut partir de ce postulat que toutes les choses mauvaises auxquelles on peut imaginer vont être tentées à un moment donné sur Bitcoin. Parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. Il y aura toujours une volonté des gouvernements, des banques centrales, d'autres personnes, soit d'en prendre le contrôle, soit de le détruire. Le but, c'est de le rendre le plus résistant possible à ça. Et donc, il faut se dire que toutes les choses horribles qu'on peut imaginer, au bout d'un moment donné, elles vont se passer. La question, c'est est-ce que Bitcoin peut survivre? Pour les ETF, je pense qu'ils ne posent actuellement aucun problème à Bitcoin. Moi, je serais plutôt inquiet des personnes qui possèdent du coup leur Bitcoin dans des ETF parce que véritablement, ils n'en ont pas la self-custody. Et du coup, je pense que ça, c'est plutôt le problème majeur. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne possèdent pas leur Bitcoin. Et donc, ça pourrait avoir des conséquences catastrophiques un jour. Mais est-ce que c'est un problème sur le réseau? Pour moi, pas vraiment. Voilà. Il faut bien comprendre que même pendant les block size wars, par exemple, toutes les entreprises de l'écosystème, quasiment, se sont liées au camp des big blockers. Donc, il faut bien comprendre que il y aura toujours un consensus de gens plus gros que juste toi et moi qui utilisons notre node, qui essaiera d'influencer Bitcoin. Mais du moment que tout le monde fait tourner son nœud, du moment qu'on peut garder une partie du minage diversifiée géographiquement, et du moment surtout qu'il y a un consensus social entre tous les détenteurs de Bitcoin pour ne pas changer les règles, à ce compte-là, pour moi, Bitcoin est impossible à tuer. C'était une sacrée campagne de marketing, les ETF. Bon, tout le monde a parlé de Bitcoin à ce moment-là, dans les médias, sur les plateaux télé, etc. Il y a une autre grande campagne marketing qui a lieu en ce moment sur Bitcoin, c'est le halving. Je ne sais pas si tu as vu aujourd'hui en première page du Monde, c'était un article. Première page du Monde aujourd'hui, donc on est le 11 avril. Il y a Bitcoin, comment Bitcoin programme sa rareté ou quelque chose comme ça. Donc voilà, première page d'un des journaux les principaux en France. C'est ton commercial halving, toi? Ça va être mon deuxième. Deuxième dans l'industrie, vraiment les mains dedans. Tu étais, comme on l'a dit, Galaxy Digital, donc tu étais responsable de toute la partie veille technologique sur l'industrie du minage. Donc j'aimerais creuser un peu le sujet, l'impact du halving qui va arriver là, normalement d'ici une semaine. On estime que ça va avoir lieu entre le 18 et le 20 avril. La plupart des gens, à mon avis, qui regarderont cette interview, du coup, le halving aura déjà eu lieu, donc c'est bien. Tu vas faire des prédictions sur quelque chose et on verra à quel point tu étais proche de la réalité. Mais quel impact va avoir le halving? De 1, tout le monde veut savoir, donc je vais te poser la question sur le prix, sur le cours, et puis ensuite, à mon avis, plus intéressant sur l'industrie du minage. Sur le cours, c'est très simple, j'en ai absolument aucune idée. Et si je le savais, je serais sûrement en train de faire cette interview sur un yacht au milieu de la Méditerranée. Pour l'industrie du mining et pour le hash rate, nous, on a regardé à Galaxy beaucoup de variables. Les coûts d'électricité, l'efficience des machines, la location des mineurs, plein de choses. On a regardé plein de choses. Et on est tombé sur une moyenne, on pense à peu près à 15% du hash rate qui va venir se déconnecter immédiatement après le halving. Alors après, évidemment que
ça dépendra du prix au moment du halving, puisque forcément, le break-even des mineurs change en fonction du prix du Bitcoin. Mais donc voilà, à peu près 15% du réseau qui va se déconnecter. Après, il faut bien comprendre que c'est pas parce que ces 15%-là de machines se déconnectent aujourd'hui, elles ne peuvent pas revenir en ligne dans 2 ou 3 mois. Puisqu'encore une fois, si on est vraiment dans un bull market et que le prix du Bitcoin augmente beaucoup, ces machines reviendront se brancher sur Bitcoin. Donc voilà, c'est à peu près ce que nous on imagine. Ces 15%, c'est quoi? À mon avis, c'est des deux, mais en proportion, c'est plutôt des vieilles machines. C'est quoi? C'est des S9, des S17, etc., qui sont plus assez efficientes, ou au contraire, c'est des régions du monde où l'électricité est trop chère et qui vont disparaître de la carte. À mon avis, c'est un peu des deux, mais est-ce qu'il y a une raison plus importante que l'autre? Ah oui, comme tu l'as dit, c'est un petit peu des deux. La raison principale, c'est quand même des machines qui sont un petit peu plus vieilles, des S17, peut-être même des S19. Et après, la majorité des gens qui vont être touchés, c'est les gens qui hostent leur machine, donc qui font appel à des intermédiaires pour pouvoir miner du Bitcoin. Et donc, du coup, ils payent un petit peu plus cher que ce que l'intermédiaire peut sourcer lui en coût d'énergie. Du coup, ces personnes-là, elles vont être à 7, 8, 9 centimes le kilowatt. Après le halving, ça va devenir compliqué si tu n'as pas des machines qui sont vraiment les dernières machines en termes d'efficience. Donc ouais, c'est les personnes qui vont être principalement impactées. Après, dans toutes les régions du monde, il y a globalement des prix d'électricité qui sont attractifs, donc ça dépend vraiment des machines. Est-ce que ce halving-là, toi, a une saveur particulière? Est-ce qu'il est différent de celui d'il y a 4 ans, ou non, c'est same but different? Non, je pense que globalement, c'est le même, et je dirais même que c'est moins excitant que ce qu'on aurait pu anticiper l'année dernière, tout simplement parce que Bitcoin est trop haut. Oui, parce que là, les 15% dont tu parlais, c'est une analyse qui avait été faite à l'époque sur un Bitcoin à 70K, à peu près. C'était même 50K. Donc là, à 70, ça sera peut-être même un petit peu moins que 15%. Mais oui, je pense que ça, d'un point de vue très, très égoïste, ça aurait été plus excitant si le prix du Bitcoin était beaucoup plus bas, de savoir quel mineur aurait pu survivre, etc. Là, je pense que ça va être relativement tranquille au niveau de l'industrie. Je pense que la majorité des mineurs vont survivre. Et je pense que ça va plutôt se transformer en M&A, en activité, je ne sais plus comment on dit en français. Fusion et acquisition. Ouais, en fusion-acquisition de mineurs. Et ça sera un petit peu intéressant. Mais oui, je pense que c'est globalement... Ça, c'est sûr. Ouais, c'était un des points que je voulais aborder avec toi, justement. Cette structuration de l'industrie, tu parlais des mineurs de catégorie 3, de catégorie 2 et de catégorie 1. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces différents niveaux, à quoi ça correspond et comment ça pourrait évoluer dans le futur? Ouais, c'est très subjectif comme idée de classification des mineurs, mais c'est de dire, voilà, on va classifier les mineurs en tiers 1, tiers 2, tiers 3, avec les tiers 1 qui sont des mineurs qui sont vraiment, on va les appeler des hyper mineurs, c'est-à-dire des mineurs qui vont peut-être être à entre 30 et 50 exahash d'ici la fin de l'année. Et pour référence, aujourd'hui, le réseau entier de Bitcoin est environ à 600 exahash. Donc certains mineurs qui vont vraiment avoir une capacité de minage qui va être vraiment en croissance exponentielle au cours de l'année. Donc juste pour que les gens fassent la correspondance, 30 à 50 exahash en puissance électrique, ça correspond quoi? Un peu plus d'1 giga, entre 1 et 2 gigawatts de ça va dépendre des machines, ça va dépendre des machines, ouais, bien sûr, bien sûr. 1,2 et 2 giga. Donc là, pour que les gens se rendent compte, du coup, là, c'est les méga-usines du type Marathon, Riot, etc. Et 1 gigawatt, c'est un réacteur nucléaire. Voilà, pour donner un peu les ordres de grandeur. Donc, voilà de quoi on parle quand on parle des mineurs de tier 1, de catégorie 1. Donc ça, c'est vraiment les gigafermes. C'est ça. Donc ça, pour moi, c'est les mineurs tier 1. Donc globalement, je pense qu'aujourd'hui, on n'a que 3. Peut-être 4, mais on va dire c'est Riot, Marathon et CleanSpark. C'est des mineurs qui vraiment ont énormément de capital pour investir.
C'est des très gros mineurs qui sont cotés en bourse. Bon, voilà, ça c'est tier 1. Marathon Tier Riot 2, Texas, CleanSpark, ils sont aussi Texas ou ils sont... ils sont en Géorgie principalement. Ok. Ils sont en Mais Géorgie donc c'est quand principalement, ils sont- même 3 mineurs américains. 2 au Texas, bah, c'est une question qui va venir après, à quel point ça t'inquiète cette centralisation, mais c'est quand même à garder en tête, ces giga fermes, elles sont aujourd'hui aux États-Unis, en tout cas officiellement. Ok, donc ça c'est la catégorie 1. Voilà. Et je parle que des mineurs qui sont évidemment publiquement listés en bourse parce que les autres, on ne les connaît pas. Donc, on ne peut pas savoir où ils en sont. Mais c'est une bonne référence. Euh, ce que j'appelle les tiers 2, c'est ceux qui étaient en dessous de 10 exahash l'année dernière et là qui sont en train de grossir entre 10 et 20, peut-être 21, 22 d'ici la fin de l'année. Donc, ça va être des Cypher, des Bitfarms, des Iris. C'est des mineurs qui ont aussi pas mal d'accès à du capital, qui ont des équipes qui ont beaucoup d'expérience, mais qui sont globalement un petit peu plus petits que les mineurs tier 1 et qui ne sont pas aussi... le marché des retail, des investisseurs particuliers ne sont pas aussi excités sur ces noms parce qu'en général, ils sont un petit peu moins connus que les marathons, les Riot, que globalement tout le monde connaît. Et ensuite, tu as les tier 3. Les tier 3, c'est les mineurs qui vont rester en dessous de 10 exahash d'ici la fin de l'année. Alors, il faut bien comprendre que je dis tier 3, 10 exahash comme c'était petit. Il y a un an et demi, un mineur qui avait 10 exahash, c'était le plus gros mineur du monde. Donc, l'industrie du minage évolue très vite. Mais donc, voilà, les mineurs tier 3, c'est ceux qui sont en dessous de 10 exahash et qui, globalement, vont peut-être faire partie des mineurs qui vont avoir des difficultés aussi après le halving, puisqu'en général, c'est aussi ceux qui ont des coûts de l'électricité un petit peu plus élevés. Et donc, moi, ma théorie, c'est que au sein de ce groupe de mineurs tier 3, il va y avoir beaucoup de fusions-acquisitions pour pouvoir espérer faire partie des mineurs tier 2. Et je pense que parmi les mineurs tier 2, il y aura de superbes opportunités de fusion pour pouvoir rentrer dans le cercle fermé des mineurs tier 1, puisque, encore une fois, et pour donner un peu de contexte, quand vous êtes un mineur tier 1, toutes les institutions financières et globalement tous les investisseurs particuliers vous connaissent, vont acheter votre stock. Et donc pour vous, c'est beaucoup plus facile de faire financer de la croissance sur des machines ou sur des nouveaux types d'infrastructures. Et donc en fait, c'est un cercle virtueux. Plus vous êtes gros, plus vous pouvez lever des capitaux. Ouais. Lever des capitaux sur les marchés financiers. Plus vous pouvez lever des capitaux, plus vous pouvez augmenter votre hash rate. Plus vous augmentez votre hash rate, plus les analystes vous valuent de manière élevée. Donc voilà, c'est ce cercle vertueux auquel les mineurs tier 2 vont essayer d'accéder avec des fusions-acquisitions. Voilà. Tu parles de cercle vertueux pour les mineurs et pour les actionnaires de la société. Financièrement, exactement. Est-ce que c'est un cercle vicieux pour Bitcoin? Quand on parlait de décentralisation, tout le monde parle de ça. Ça c'est quand même le cheval de Troie, la menace la plus importante et la seule, en fait, c'est l'attaque à 51%. Enfin, c'est pas cette fameuse concentration du minage quelque part ou par quelqu'un. On voit en tout cas une tendance ces dernières années à une ultra centralisation sur des énormes acteurs parce que, comme tu disais, il y a des économies d'échelle sur les infrastructures, sur les commandes, sur l'expertise, la connaissance, l'expérience, etc. Comment tu vois les choses évoluer? Est-ce qu'il y a un moment donné où même ces acteurs-là vont se dire bah non les gars, là on a 45% du hash rate, on a 300 exahash au sein d'une seule et même société. Est-ce que c'est pas trop et est-ce que pour le bien de Bitcoin, il faut justement, comme les poules, tu vois, les poules de minage qui arrivaient trop proches de 50%, se retiraient en prévention éventuellement de critiques et puis d'un backlash de la communauté. Comment, avec tout ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu comprends, comment tu vois les choses évoluer dans le futur? Alors évidemment que c'est une tendance qui n'est pas optimale pour le réseau. Évidemment que dans un monde parfait, chacun pourrait avoir un ordinateur chez lui et pourrait miner le Bitcoin et ça serait vraiment totalement décentralisé.
Est-ce que je pense que ça va être un problème dans le futur? Non. Et pour une raison très simple. Parce que, euh, encore une fois, miner du Bitcoin, c'est vraiment une des activités les plus euh, difficiles et capitalistes par sa nature. Et donc, forcément, euh, il y aura toujours des enjeux économiques qui vont faire que les mineurs devront être dans des locations différentes dans le monde. Et donc, a priori, ça sera des mineurs différents. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, un mineur qui est absolument gigantesque au Texas, qui a accès à des coûts électriques extrêmement bas, il ne peut pas doubler sa capacité sans commencer à avoir un impact marginal très élevé sur les propres prix électriques de où il est. Donc au bout d'un moment, la quantité de sites de minage viables pour les mineurs va forcément être de plus en plus rare. Et donc, à mon avis, il y aura une certaine quantité de répartition qui va devoir se faire. Après, évidemment... Est-ce que tu le vois déjà ça? Est-ce que tu le vois déjà de nouveau à travers tout ce que tu entends, les gens que tu côtoies, enfin voilà, tu entends un peu les murmures de l'industrie sur le développement de gros projets miniers en dehors des US. Parce qu'on parle que de ça souvent, et comme tu l'as dit, parce qu'ils sont publics, parce qu'ils sont listés. Ils ont des contraintes de communication qui fait qu'ils doivent annoncer quand ils achètent des machines, quand ils vont ouvrir une nouvelle ferme, etc. Les sociétés non cotées en bourse n'ont pas du tout ces obligations-là, et ils sont peut-être en train de construire le même type de projet en Bolivie ou à Oman ou en Russie. Je ne donne pas ces noms de pays par hasard. Est-ce que tu as, toi, des infos, et j'aimerais bien aussi avoir tes inputs du coup et que tu les partages avec les personnes qui nous regardent? Bah, si on reprend un peu le contexte, on va dire, de l'histoire récente du minage, on va dire de 2016 jusqu'à 2020-2021, avant que la Chine bannisse le minage, il y avait à peu près entre 60 et 80% de la capacité de minage qui était en Chine. Quand le mining ban a eu lieu, une grande partie de cette capacité de minage a été répartie aux États-Unis, au Kazakhstan, il en reste un petit peu aujourd'hui en Chine. Et donc évidemment, vu que les États-Unis ils ont accès au marché de capitaux, ils ont pu augmenter leur part de puissance de calcul relativement rapidement. Il se trouve que depuis 2021, 2022, 2023, le marché du minage s'est professionnalisé, s'est financialisé, et donc évidemment que la maturation de cette industrie a fait qu'aujourd'hui, il y a d'autres pays qui se sont rendus compte de l'avantage d'avoir des mineurs. Donc tu as par exemple le gouvernement du Bhoutan avec Bitdeer qui mine directement. On sait aujourd'hui qu'en Russie, il y a beaucoup de fermes de minage qui opèrent en Sibérie, etc. On sait que l'Éthiopie, qui a un énorme barrage hydroélectrique, commence à faire venir des mineurs. Et donc, en fait, les États-Unis ont pu bénéficier d'une avance, on va dire, technologique et financière de par le fait que ça soit les États-Unis. Mais aujourd'hui, cette avance, elle est en train d'être réduite par le fait que des nouveaux acteurs avec aussi beaucoup de capitaux, alors c'est souvent des capitaux privés, commencent à faire du minage. Et donc, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Russie, on commence à avoir beaucoup de capacités de minage qui arrivent. Et ça, je pense que c'est un relativement bon point pour la décentralisation au niveau géographique de la puissance de calcul. Je donnerai pas ma source, mais je discutais avec quelqu'un de haut placé dans un producteur de machines et il me disait que la Russie était le premier marché sur l'offre des second-hand machines, enfin des ASICs de deuxième main en 2023. Donc en gros, c'est la Russie, à mon avis, a quel type de centrale électrique au nord du pays ou je ne sais où ils ont l'électricité pas chère du tout et ils rachètent en ce moment toutes les machines qui sont plus forcément, comme tu disais, efficientes
est performante et rentable sur certains sites où l'électricité est trop chère. Et j'étais assez choqué de cette info parce que finalement, c'est un peu un trou noir sur la carte. Enfin, tu vois, la Russie, on n'a pas forcément d'infos du hash rate et de qu'est-ce qui se passe là-bas. Tout le monde parle de Texas, mais en fait, il y a certaines régions du monde, la Chine, pareil. Alors, je ne sais pas ce que tu as entendu, mais moi, pareil, la Chine n'a pas du tout dit son dernier mot sur le minage. Absolument pas. Il y a encore énormément de minage en Chine et progressivement, les lois qui ont été votées, qui n'étaient pas l'interdiction du minage, hein, encore une fois, on l'a dit sur GAC, ce n'est pas l'interdiction du minage, mais l'interdiction de vendre l'électricité gratuite aux mineurs de Bitcoin. Et bien entendu, du coup, si ils étaient au prix du marché, c'était beaucoup moins intéressant, mais ce n'était pas l'interdiction du minage. Et petit à petit, apparemment, de nouveau, avec nos sources nous racontaient que non, petit à petit, les gens se rendent compte sur place qu'il y a des besoins de rentabilité des centrales électriques qui ont été surdimensionnés et que oui, les élus locaux, qui ne sont pas forcément les gens de la capitale, recommencent à donner de la puissance et de l'électricité parce que c'était une manne financière qui était juste essentielle. Donc, il se passe beaucoup de choses sous la table dont les gens ne parlent pas forcément et c'est super intéressant de le partager et d'en discuter avec eux. Et encore une fois, ça montre bien que la réalité économique et financière du minage, c'est ce qui préserve principalement la décentralisation. C'est ça qui est beau avec le système, c'est-à-dire qu'on a les difficulty adjustment, on a le halving, et on a aussi ce fait que ça reste avant tout un marché où si tu as accès à de l'électricité pas chère, bien c'est rentable de miner, et donc à un moment donné, ça devient impossible d'ignorer ça, et il se trouve qu'il y a plein d'endroits dans le monde où c'est le cas, et donc ça favorise la décentralisation. Et d'ailleurs, on pourra peut-être en parler aussi, mais la décentralisation de la puissance de calcul, c'est une chose, mais dans les derniers mois, on a aussi vu deux nouveaux entrants sur le marché de la création de machines, de ASIC. Donc avant, c'était globalement, on va dire, il y avait Bitmain, MicroBT et Canaan, qui étaient, on va dire, les trois seules compagnies à produire les machines de minage. Aujourd'hui, il y en a deux nouvelles. Une qui est une compagnie de minage qui s'appelle Bitdeer, qui est en train de créer ses propres mineurs, qui vont sortir d'ici la fin de l'année. Et on a aussi Auradine, qui est une compagnie dont Marathon détient, je ne sais pas si c'est la majorité, mais une bonne partie de cette entreprise, qui est aussi en train de créer des machines qui sont super efficientes. Et donc ça aussi, ça permet de décentraliser un petit peu plus les réseaux, parce que c'était quand même une des critiques principales. Voilà, les gens disaient Bitmain, etc. Ça aussi, c'est en train de se distribuer. Canaan, MicroBT, Bitmain, tous les trois chinois, n'est-ce pas? Les deux nouvelles, Bitdeer, ok, quatrième chinois, et la dernière dont tu parlais? C'est des Américains. Ok, donc à l'arrivée, comment tu vois pourquoi Jack Dorsey en parlait, je me souviens il y a plusieurs années déjà, de travailler sur leur propre machine de minage. Enfin, c'est quelque chose qu'on leur avait même demandé en interview quand on les avait rencontrés en Afrique, d'open source, d'ouvrir en fait toute la conception, le développement, le design en fait des machines. Pour le moment, il n'y a rien. Bon, ils ont sorti le hardware wallet. Je pense qu'ils ne peuvent pas tout faire à la fois. Donc, déjà, le hardware wallet, peut-être que le ASIC va arriver dans quelques mois. Mais toi, ton analyse, est-ce que c'est si compliqué que ça? Enfin, pourquoi un Intel et pourquoi les gros constructeurs américains n'ont pas déjà sorti l'ASIC? Quand tu vois la marge et la rentabilité d'un Bitmain, c'est juste hallucinant. Parce que quand tu vois à quel prix ils peuvent faire fluctuer le prix et la valeur d'une machine sur le marché en bull et bear market et toujours être rentable, et tu te dis en bull market, quand ils te vendent la machine 10 000 balles, ils ont fait x20 sur le prix de production, quoi. Donc comment tu vois ça et pourquoi aujourd'hui on n'a pas, je te demande pas pourquoi on n'a pas un producteur européen, mais aux États-Unis, ils devraient déjà avoir compris ça depuis au moins quelques années. Oui, c'est vrai que c'est assez curieux qu'on n'ait pas encore de machines de minage dans la crypto-nation. Mais écoute, c'est peut-être qu'on n'a pas de chance. Mais alors pourquoi il n'y a pas plus de créateurs de mineurs? D'abord parce que en termes de capital, ça requiert un investissement initial qui est absolument énorme. D'une part, au niveau de la recherche et du développement,
pour arriver à répliquer les 10 ans d'expérience des gens comme Bitmain, pour arriver à un niveau d'efficience de machine, parce qu'il faut bien se rendre compte que les gens aujourd'hui, ils vont regarder une ou deux choses sur une machine, c'est son efficience et son prix. Donc, si votre efficience aujourd'hui, c'est 19 joules par terahash et que le compétiteur, c'est 18, pour un prix similaire, il va prendre 90% du marché. C'est aussi simple que ça va se jouer à 1 joule par terahash. Et donc, arriver à ces niveaux d'efficience-là, ça prend du temps. Et ensuite, la deuxième partie, c'est qu'il faut sécuriser ces puces au niveau des fabricants. Et il faut bien se rendre compte que ces puces-là, le monde entier essaie de les avoir pour des téléphones, pour tout ce qui est électronique finalement. Et donc, pour sécuriser une allocation de ces chips dans les usines, ça coûte extrêmement cher. Ce qu'a annoncé Bitdy récemment, c'est qu'ils ont dû lever 80 millions juste pour sécuriser leur batch initial de mineurs. Donc c'est aussi pour ça que c'est très compliqué. Pourquoi des Intel et d'autres géants qui auront les fonds de le faire ne l'ont pas fait? Tu as bien vu, Intel, ils ont essayé il y a 1 ou 2 ans. Ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que le temps que ça prend pour rattraper les Bitmain, les MicroBT, c'est trop important en termes de profitabilité pour eux d'essayer de rattraper. Donc ils laissent ça aux autres. Pendant qu'on parle des machines, j'aimerais bien avoir ton avis sur la décorrélation qu'il y a eu entre le prix des machines et le cours du Bitcoin. C'est quelque chose, nous on en a beaucoup parlé sur GAC quand on expliquait CleanSat Mining, et c'est vrai que historiquement, le cours du Bitcoin et le prix des machines sur le marché étaient liés l'un à l'autre. Ça avait du sens. Tu avais un bloc d'alu qui te produisait quelque chose, plus ce quelque chose vaut cher, plus ce bloc d'alu prend de la valeur. Là, depuis 1 an, Bitcoin, du coup, enfin 1 an et demi, Bitcoin a explosé. Enfin, voilà, on est passé de 15 à 70 000 $, alors que le prix des machines est encore extrêmement bas. Alors, ça a repris une vingtaine de %, d'après les dernières infos, mais on est loin, en fait, de l'évolution de la reine des cryptos. Comment tu analyses ça? Est-ce que tu as des infos à ce sujet? Alors, il y a plein de paramètres et je pense que vous avez dû en aborder la majorité dans vos discussions précédentes, mais la raison majeure, et elle est très très simple, c'est un décalage des cycles entre le minage et le prix du Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'en 2021, pendant le bull market, ça a été le premier cycle où vraiment les mineurs ont eu accès au marché des capitaux, etc. Et donc, ils ont acheté des machines comme des fous. Sauf que ces machines, elles ont mis 6 mois, 1 an à arriver chez eux. Et il se trouve que après 2022, le prix est passé de 67 000 à 30 000. Et puis en 2023, on est descendu jusqu'à 16 000. Et donc, au moment où ils ont reçu les machines pour les mettre en ligne, elles étaient plus profitables. Et donc, en fait, il y a eu une quantité absolument immense de machines qui ont été vendues sur le marché secondaire. Et encore aujourd'hui, le marché secondaire subit ce surplus de machines qui a été acheté au précédent cycle. Et donc, c'est pour ça que la corrélation a été décalée. En fait, c'est très simple, c'est un décalage de cycle. La deuxième raison, qui est un petit peu plus récente et qui est aussi intéressante, c'est que tout le monde sait que le halving arrive. Tout le monde sait qu'il y a certains mineurs qui vont mourir. Et donc, personne ne veut acheter des machines maintenant parce que tout le monde se dit, si j'attends 3 mois, lui, il va mourir. Du coup, il va vendre toutes ses machines et du coup, je vais pouvoir les acheter moins cher. Donc, c'est aussi une deuxième chose qui fait que le marché des ASIC est un peu en attente, en mort cérébrale après le halving. Ok, très intéressant. Et donc, tu vois, toi, dans les prochains mois, par contre, éventuellement, comme tu dis, on va rattraper progressivement, on va suivre l'évolution et on va avoir une augmentation sur le cours des ASIC très probablement dans les prochains mois. Et bullish pour CleanSat Mining, hein, si vous voulez plus d'informations sur le Discord. Toujours bullish sur le minage. Ouais, en fait, moi, je me rends compte que c'est
tu vois, t'as les personnes qui possèdent du Bitcoin, voilà, ils sont bullish sur Bitcoin, et t'as les personnes qui sont vraiment très bullish sur Bitcoin, et ça, c'est les mineurs. Enfin, tu vois, genre, tu dois vraiment être vraiment à un niveau supérieur, parce que pour surperformer Bitcoin, parce que c'est de ça dont on parle, hein. Là, on parle pas de faire du 150%, parce que il faut compter en Bitcoin l'unité de référence du yield sur du minage, c'est en BTC, il faut que tu aies plus de BTC à la fin que ce que tu aurais acheté tout simplement avec des fiat initialement. Il faut quand même que Bitcoin tape des niveaux qui soient relativement élevés pour rentabiliser ta machine. Mais en tout cas, si Bitcoin est au-dessus de 150K, enfin même au-dessus de 100K pendant entre 6 et 12 mois, les mineurs, oui, vont avoir une rentabilité qui est extrêmement intéressante. Et alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est ce qui explique aussi que le hash rate de Bitcoin, en fait, c'est un to the moon depuis 15 ans. C'est impressionnant. Oui, de toute façon, les gens sont pas idiots, hein. Si ça rapporte plus de Bitcoin que juste acheter du Bitcoin, le hash rate va continuer à augmenter. Et après, juste une dernière chose qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion d'aborder. Oui, évidemment, le prix du Bitcoin, c'est la raison principale qui fait que le minage, c'est profitable et que le hash rate continue d'augmenter. Mais il y a aussi les transaction fees, les frais de transaction. Et il se trouve que, alors ça sortira après le halving, donc on verra, mais je pense que pendant le premier bloc du halving, avec l'apparition d'un nouveau protocole de jetons qui s'appelle les runes, enfin bref, c'est quelque chose qui va sortir au moment du halving. Les frais de transaction, à mon avis, vont être absolument démentiels, peut-être même 10 000 sats par V-byte. Alors, pour référence, aujourd'hui, on est entre 20, 30, 50. L'année dernière, quand c'est beaucoup augmenté, c'est passé à 500. On verra si j'ai raison, mais là, ça va peut-être monter à 10 000. Et il va peut-être y avoir une période de, je sais pas, 2, 3, 4, 5, 6 mois où les frais de transaction vont être extrêmement élevés. Et donc, ça va pouvoir potentiellement aussi compenser l'effet du halving pendant un petit bout de temps. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui... les gens n'en parlent pas trop, mais la volatilité sur les frais de transaction, c'est quelque chose qui va vraiment être crucial pour les mineurs dans un futur très, très proche. Et pourquoi cette volatilité? Parce qu'il y a des projets qui viennent et qui repartent. Est-ce que comment on explique cette volatilité? Parce qu'il y a eu du coup cette volatilité, tout le monde l'a vu, ce pic à un moment donné. Faisait une transaction pour $60 sur le réseau à cause des ordinals, des BRC20, etc. C'est revenu à peu près à la normale. Est-ce que c'est ça? C'est des hypes passagères ou tu vois une autre raison? Ah oui, pour l'instant, historiquement, ça a été des hypes passagères qui ont fait que d'un coup, tout le monde veut utiliser Bitcoin et tout le monde veut que sa transaction soit minée extrêmement rapidement. Moi, je pense que dans un futur très proche, au fur et à mesure que l'utilité de Bitcoin en tant que settlement chain augmente, il y a de plus en plus de protocoles et d'applications qui vont utiliser Bitcoin pour ses avantages. Et donc, ça va mécaniquement rendre les blocs plus pleins et donc augmenter la concurrence au niveau des fees. Donc, je pense que les fees, graduellement, vont continuer d'augmenter. Et je pense que ces cycles, la volatilité de ces cycles va être exacerbée parce que, c'est peut-être un peu complexe à discuter, mais le pricing des frais de transaction se fait vraiment à la marge du premier bloc. C'est-à-dire que, et c'est comme la plupart des marchés d'ailleurs, mais c'est vraiment les 1% de plus qui vont vouloir se faire miner qui vont déterminer le prix des transactions. Et donc, si ces 1%-là sont prêts à payer $1000 pour une transaction, c'est ça que tout le monde va payer. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui va potentiellement booster les revenus des mineurs au fur et à mesure là que ces protocoles arrivent. Il y avait quelque chose de très intéressant que vous mentionniez dans le rapport que vous avez fait chez Galaxy il y a quelques semaines, c'est l'aspect de temporalité aussi. C'est-à-dire, comme tu le disais, que Bitcoin, le réseau Bitcoin et la blockchain Bitcoin deviendraient progressivement l'endroit où les gens stockent de l'information, mais parfois tu as besoin que l'information soit stockée maintenant, pas dans 3 jours. Et donc, je ne sais pas si tu peux expliquer un peu ce concept et aussi tous les mécanismes qui sont aussi en train de se mettre en place, et nous on trouve ça super intéressant parce qu'on est de plus en plus bien évidemment dans l'industrie du minage, et aussi par exemple de considérer le block space, donc l'espace dans un bloc comme une matière première, comme une commodity, avec éventuellement
des stratégies de couverture. Donc, tu vas éventuellement, si tu es un acteur financier, acheter de l'espace dans ce bloc-là à un prix donné pour pouvoir te projeter, dire, moi, je sais que sur les 12 prochains mois, je vais voir Marathon. Dans tous tes blocs, tu me laisses une petite ligne où je peux faire passer mes transactions à ce prix-là. Donc, le marché du minage et du remplissage des blocs est en train de complètement évoluer. J'ai l'impression de se professionnaliser aussi. Ah, mais c'est totalement ça. C'est une des thématiques dont on discute depuis longtemps. C'est la financiarisation du minage. Et donc, évidemment, une très grosse partie de cette thématique, de ce nouveau paradigme, c'est de considérer l'espace des blocs comme une commodité, comme de l'immobilier finalement. C'est une surface limitée qui arrive seulement toutes les 10 minutes. Et donc, la compétition pour cet espace-là, s'il y a plus de demandes, forcément, elle va augmenter et donc les prix vont augmenter. À partir de là, il faut comprendre que les mineurs, ça reste des entreprises. Les entreprises, qu'est-ce qu'elles aiment? C'est la stabilité. Donc, si on part du principe que la volatilité des transactions, le fait que le prix du Bitcoin soit volatile, tout ça, ça exacerbe le fait que c'est difficile pour les mineurs de prédire leurs revenus dans une semaine, 2 mois, 3 mois. Je pense qu'il y a des services qui vont arriver où un mineur va dire, voilà, moi, je réserve 10% de block space sur les 6 prochains mois et je vais le vendre à ce prix fixe. Comme ça, moi, dans les 6 prochains mois, je sais que ce revenu est sécurisé. Si ça va plus haut, tant pis. Mais si ça va plus bas, au moins, j'ai sécurisé du revenu et je peux continuer à être profitable. Et donc ça, pour moi, c'est des thématiques qui sont extrêmement intéressantes, qui vont arriver, je pense, prochainement. Et ce qui serait vraiment idéal, c'est si ce genre de produit peut être construit de manière native sur Bitcoin et self-custodial, où n'importe qui pourrait avoir accès à du block space et parier là-dessus. Je pense que ça donnerait une dynamique de minage encore plus intéressante. Oui, donc tu es un particulier et tu achètes un futur. En gros, tu as une option de transaction sur le futur à un certain prix. Il y a un coût, bien évidemment. Ok, très intéressant. Voilà, ça me fait une bonne transition vers UTXO. Ça fait presque 1 heure qu'on discute. J'aimerais quand même parler d'UTXO, de ce que vous faites, de ce que tu fais, de quel narratif vous êtes en train d'observer, quel narratif sur lequel vous êtes bullish dans le futur. Raconte-nous un peu, là, du coup, qu'est-ce que UTXO et qu'est-ce que vous faites là-bas? Alors, UTXO, c'est plusieurs choses, mais donc c'est détenu par BTC Inc., qui est la société qui détient les Bitcoin Conference et qui détient aussi Bitcoin Magazine. Et donc, à côté de ça, il y a UTXO qui est la branche d'investissement de toute cette entreprise. Et donc, UTXO, c'est 2 choses. C'est à la fois un hedge fund qui va investir sur des mineurs, qui va investir sur des protocoles ordinals, enfin plein de choses. Tout ce qui peut rapporter de l'argent, en général, on regarde. Et en surperformant Bitcoin, c'est ça. Évidemment. Ouais, c'est ça. Et ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident. Mais voilà, donc ce fonds-là, c'est le hedge fund. Et à côté de ça, on a un fonds de venture capital qui, lui, est en train de raise beaucoup de fonds pour venir financer les entreprises de ce cycle qui veulent construire ce Bitcoin et qui veulent venir apporter de l'activité économique sur Bitcoin. Et donc ça, c'est une thématique qui est vachement à la mode actuellement. C'est tout ce qui est les surcouches de Bitcoin, les L2. On a vu l'apparition de BitVM. Ça a été véritablement quelque chose de super intéressant parce que ça permet beaucoup de choses. Et donc, toutes ces entreprises, tous ces entrepreneurs qui ont besoin de fonds, nous, on veut les financer parce qu'on estime que pouvoir arriver dans un monde d'hyper-bitcoinisation, ça passe aussi par financer les gens qui vont construire sur Bitcoin des protocoles qui vont être utiles. Et donc moi, c'est véritablement ce qui m'excite dans cette nouvelle opportunité, c'est de pouvoir faire ça. Et oui, comme on en a discuté, avec l'apparition de nouveaux covenants, de BitVM, etc., c'est quelque chose qui est en train de
de grossir de manière exponentielle. Et donc, il y a beaucoup de travail, mais c'est très excitant. Je connais ta réponse, mais je te pose quand même la question et j'aimerais avoir vraiment la substance et le fond de ta pensée. Mais ne penses-tu pas que c'est déjà trop tard pour Bitcoin de rivaliser avec une chaîne comme Ethereum sur, par exemple, la DeFi, par exemple, sur la NFT? Est-ce que finalement, il y a un effet de réseau, il y a une inertie en fait qui est tellement importante à Current Quest? Aujourd'hui, moi, l'exemple que je donne souvent, c'est très simple de faire une application sur mobile qui vient connecter des passagers avec des chauffeurs. Maintenant, ça veut pas dire que vous allez concurrencer Uber. Il y a un effet de réseau qui fait que, en fait, il y a tellement de personnes qui utilisent cette plateforme-là que si vous êtes tout seul dans votre coin à côté, en fait, c'est très difficile de faire migrer les gens. Qu'est-ce qui te fait dire, qu'est-ce qui te fait penser que les gens, enfin la DeFi par exemple, hein, toute cette finance décentralisée, donc finance décentralisée, c'est peut-être, tout le monde l'appelle comme ça, donc nous on l'appelle comme ça aussi, mais je trouve que c'est un terme mal choisi. C'est en gros de la finance construite sur des réseaux décentralisés. Mais la DeFi n'est pas décentralisée en tant que telle, enfin, je ne pense pas. On pourra en débattre. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est que cette DeFi, en tout cas cette finance qui a été, ces protocoles, ces applications qui ont été développées aujourd'hui et qui existent sur Ethereum et qui fonctionnent, qu'on le veuille ou non, hein, aujourd'hui ça fonctionne, je suis capable de faire un swap, les transferts de stablecoin, enfin, voilà, ça fonctionne. De construire ça sur Bitcoin, qu'est-ce qui ferait que cet écosystème du coup émergerait et aurait un succès sur le réseau principal de l'écosystème crypto? Bah, tu viens de le dire du coup dans la fin de ta question. C'est le réseau principal, c'est le réseau le plus sécurisé, c'est le réseau le plus décentralisé. Et donc pour moi, si tu as le choix de rouler sur une autoroute avec quelques petits trous, mais ça fait longtemps qu'elle existe, ou une nouvelle route toute neuve qui est bien plate, bah, au bout d'un moment, tu vas aller sur la route qui est bien plate. Est-ce que ça va se faire en un an? Certainement pas. Mais je pense qu'à terme, tous les protocoles qui ont besoin, à un moment donné, de sécuriser une partie de leurs données sur une blockchain vont le faire sur Bitcoin. La deuxième partie de la réponse, c'est aussi de dire, et tu en as parlé, aujourd'hui, la DeFi, c'est pas décentralisé. Voilà, c'est très simple. La DeFi n'est pas décentralisée. Il y a une énorme partie des protocoles qui sont sur Solana. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec Ethereum et Solana. Ça sera la même chose sur Bitcoin. C'est qu'en gros, la gouvernance en fait de ces protocoles. Ok. Moi, je pense qu'il y a une opportunité de reconstruire ces protocoles-là avec des primitives de Bitcoin qui sont natives à Bitcoin. Et donc, on aurait l'opportunité de faire ça de manière plus propre et potentiellement plus... Alors, pareil que toi, j'aime pas le mot décentralisé, mais distribué. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas forcément souhaitable que certains de ces protocoles soient décentralisés. Ce qu'on veut, c'est surtout de l'efficience. La décentralisation, on veut la garder pour Bitcoin. Mais voilà, de dire que, je sais pas si les gens se souviennent, mais toute la débâcle de GameStop qu'il y avait eu, il me semble, en 2021, si je ne me trompe pas, avec Robinhood qui suspend le trading pour ses utilisateurs, ça pour moi c'est inacceptable. Et donc là où la DeFi peut être intéressante, c'est de dire, voilà, au lieu d'avoir un acteur qui peut décider pour tout le monde, on distribue ces acteurs-là et on leur donne des incentives économiques. Si on arrive à faire ça sur Bitcoin et qu'on arrive à le relier avec les valeurs de Bitcoin, la self-custody, la décentralisation, etc., moi je pense que c'est beaucoup plus intéressant que ce qui est fait actuellement sur Ethereum. Donc je pense qu'on peut faire mieux. Ok. Tu parlais des L2. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que les L2 aujourd'hui sur Bitcoin, ça a toujours été des flops. En gros, hein, moi, la L2 à laquelle je pense tout de suite, c'est Liquid. Alors même si Liquid n'a pas dit son dernier mot apparemment, hein, ça bosse encore, il y a du développement, des projets qui arrivent. Mais qui utilise Liquid? Enfin, finalement, tu vois, aujourd'hui, je n'avais pas regardé les volumes, mais il y a quelques mois, il y a personne. Voilà, c'est vraiment, je sais pas comment ça a évolué ces dernières semaines, mais c'est peu utilisé pour pas dire autre chose. Qu'est-ce qui te fait dire à nouveau du coup que justement CL2 qu'on a tenté déjà par le passé est un succès dans le futur? Bon, déjà, il faut dire une chose, c'est que 90% des L2
qui sont arrivés récemment, c'est pas et peut-être expliquer L2 du coup de nouveau pour les gens qui nous écoutent et qui comprendraient pas forcément. On a la L1, mais comment tu définis ce qu'est une L2? Alors, du coup, récemment, avec l'apparition de toutes ces nouvelles compagnies, la définition est encore floue pour la majorité des gens, mais globalement, c'est de dire une L2, c'est une surcouche de Bitcoin qui va utiliser les avantages de la blockchain Bitcoin pour venir settle une partie de ces datas. Une des choses les plus importantes de cette relation entre la couche 1 et la couche 2, c'est ce qu'on appelle le unilateral exit, c'est-à-dire la possibilité de sortir de cette L2 sans demander la permission à quelqu'un. Alors, il y a des gens qui vous diront que ce n'est pas forcément le meilleur critère. Moi, je pense que c'est le seul critère qui est viable pour définir une L2. Et donc, à partir de là, par exemple, une blockchain comme Stacks, qui va se marketer comme une L2, pour moi, ce n'est pas une L2. C'est une autre blockchain qui peut être liée à Bitcoin. Mais si aujourd'hui, tu veux sortir de Stacks sans la permission de Stacks, tu ne peux pas. Lightning, c'est le cas. Lightning, si tu veux sortir de ton channel Lightning entre toi et moi, j'ai pas besoin de te demander la permission et j'ai pas besoin de demander la permission à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est une vraie L2 et je me souviens plus de quoi en parler juste avant. La définition du L2 et qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce n'est pas et pourquoi du coup demain on aurait une utilité au L2 alors qu'elles ont échoué en fait à attirer des utilisateurs il y a quelques mois et quelques années, enfin, dans les années précédentes. Encore une fois, c'est très simple, c'est si les frais de transaction augmentent et que la compétition pour l'espace dans les blocs augmente de manière durable, comme on l'a dit en début de vidéo, ça va devenir très compliqué pour les utilisateurs sur la Layer 1 de faire des transactions. Et donc forcément, ces gens-là, ils vont essayer de trouver une alternative. Et l'alternative, c'est quoi? C'est la L2. Ou alors, c'est changer de chaîne. C'est pour ça que c'est extrêmement important pour Bitcoin de venir construire des protocoles de scalabilité, encore une fois, en suivant les valeurs de Bitcoin. Mais c'est pour ça que c'est extrêmement important. Et je pense que récemment, on a été habitué à avoir des frais de transaction assez bas. Les frais de transaction bas, c'est une anomalie. C'est une anomalie qui ne va pas durer et c'est une anomalie qui n'aurait jamais dû exister. Il faut bien comprendre que, alors je ne sais pas, ça sera peut-être 1 an, ça sera peut-être 10 ans, mais dans le futur, faire des transactions sur Bitcoin, ça va coûter très cher. Surtout si le prix continue d'augmenter, même de manière mathématique, pour chaque V-byte, le prix en dollars va augmenter. Donc ça va devenir très cher de faire des transactions. Donc c'est pour ça que je pense que c'est inévitable que les gens migrent sur Bitcoin. Et dernière chose, si on veut envisager des use cases un petit peu plus complexes sur Bitcoin, c'est forcément des use cases qui requièrent plus de data. Et donc, si on utilise plus de data, ça coûte plus cher sur la chaîne principale. Et donc, encore une fois, L2. Je reprends un de tes tweets aussi du 28 février dernier qu'on fera apparaître à l'écran, où tu disais que tout ce qui avait été développé et d'intéressant sur Ethereum au dernier cycle est apparemment en train d'être développé actuellement sur Bitcoin. Rien ne peut arrêter ce tsunami. C'est vraiment le cas, ça? Du coup, tu as vraiment une réplique et puis une migration, ou en tout cas une réplique de ce qui existe aujourd'hui sur Ethereum. Le fameux, la narrative Bitcoin n'est pas ou peu programmable. En fait, voilà, Bitcoin et Ethereum sont deux créatures différentes. Voilà, c'est la phrase de Andreas Antonopoulos. Hein. C'est un requin à lion. Ethereum fera l'ordinateur décentralisé, le Bitcoin l'or numérique. C'est deux choses différentes qui sont incomparables et qui auront tous les deux leur place dans l'industrie dans le futur. C'est plus le cas aujourd'hui. Bitcoin est vraiment en train de devenir programmable. Bitcoin est en train de devenir programmable. Et même si là, je vois, il y a un Gilles Cadignan qui nous écoute et qui se dit Bitcoin a toujours été programmable, certes, mais on se comprend dans la programmabilité, je dirais, complexe pour faire des applications, des
des protocoles comme il en existe aujourd'hui sur Ethereum? Alors, 100%, c'est quelque chose qui arrive. C'est quelque chose que les bitcoiners auxquels ils ne payent pas forcément attention. Mais moi, en étant dans cette industrie depuis maintenant 2 semaines, j'ai 10 calls par jour avec 10 entreprises différentes qui veulent venir construire sur Bitcoin. Et c'est tous des personnes qui viennent de Ethereum, de Solana, etc. Alors, est-ce que ça veut dire que ça va être des projets de qualité? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il y a énormément de puissance de calcul cérébral qui est en train de revenir sur Bitcoin? Et est-ce que toute cette puissance peut déboucher sur des choses intéressantes? Absolument. Et donc, pour moi, c'est... Voilà, et ça, c'est super intéressant. C'est des personnes qui existent déjà sur Ethereum et sur les autres réseaux. C'est pas des personnes, genre des Bitcoin maxi qui, genre, je sais pas, un Dan Held, par exemple, qui a beaucoup fait parler de lui là, ces derniers mois parce qu'il parle beaucoup de DeFi sur Bitcoin. Il a jamais, à ma connaissance, développé ou travaillé sur des projets Ethereum, Solana ou Cardano, je ne sais quoi. Donc là, c'est super intéressant d'avoir cet input de nouveau de ce qui se passe derrière les coulisses, dans l'industrie, de dire que là, c'est des personnes avec qui tu discutes, qui ont déjà travaillé, qui ont déjà développé sur Ethereum et qui maintenant disent, OK, le proof of concept fonctionne, je dirais, ça, on a éprouvé la technologie. Ethereum, c'était le testnet. Voilà, OK. Donc, pas de flippening pour toi. Il n'y avait jamais de flippening qui était programmé. Le seul flippening, peut-être, c'est Solana qui va dépasser Ethereum, mais pour le reste, non, il n'y aura pas de flippening. Flippening peut-être en TVL sur la DeFi. Donc, c'est le flippening inverse. C'est genre la total value lock, le capital en DeFi sur Bitcoin et Ethereum. Peut-être que le flippening, c'est celui-là dont on parle. De toute façon, tu le vois, il y a déjà eu quelques semaines où le volume de NFT, alors peu importe ce qu'on pense des NFT, le volume des NFT échangés sur Bitcoin était supérieur à celui de Ethereum et Solana. Donc en fait, le flippening, à certains endroits, il existe déjà. Et donc moi, je vois aucune raison pour que la situation soit pas exactement la même avec la DeFi et plein d'autres choses. Guillaume, merci beaucoup pour cette discussion, toujours super intéressant, très riche. On se voit au pire dans un an. On se fait ce petit call et interview régulier pour se tenir au courant du marché, de l'évolution de l'industrie et de comment Bitcoin se développe. Merci beaucoup, Guillaume. À très bientôt. Merci à toi. Bye bye.